Bonsoir à tous, et je vois que vous êtes assez nombreux. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir Pascal Depape pour présenter cette conférence. Donc, je connais Pascal depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est d'abord un spécialiste, alors surtout des industries en fait, de l'homme de Néandertal, donc du paléolithique moyen, qui a beaucoup travaillé. C'est un homme du Nord, hein, plutôt. Hein, ouais, c'est un homme du Nord. Donc, dans les Hauts-de-France, comme on dit, vous savez, c'est le terme gentil pour dire le Nord, en fait. Et donc, il a eu une très grande activité, en particulier au sein de l'INRAP. Il a été pendant des années directeur régional de l'INRAP, et il travaille toujours pour l'INRAP d'ailleurs, et il est très actif sur le terrain, et il s'intéresse beaucoup, en particulier aux interactions homme-milieu pour ces périodes. Donc aujourd'hui, il va nous parler de cette question de l'image de l'homme de Néandertal. Pour ceux qui ont visité notre exposition, puisque c'est une conférence qui a été organisée en marge, si je peux dire, en parallèle de l'exposition préhistoire entre utopie et réalité. Vous avez vu dans l'exposition que c'est très difficile de se faire une image de l'homme de Néandertal, hein, quand on fait des reconstitutions de Lucie, d'autres australopithèques, voilà, ces espèces d'hommes-singes velus, bipèdes, mais quand même, on voit bien que ce ne sont pas des gens comme nous. Hein. Mais plus on se rapproche de l'humanité actuelle, et plus ça devient difficile de représenter, de se représenter des humains qui sont certes humains, mais pas complètement humains comme nous. Et donc, ça a donné lieu à une très grande production d'images. Et derrière ces images, évidemment, il y a aussi une conception de l'humain presque humain, humain mais non humain quand même. Et c'est de tout ça que Pascal va nous parler. Merci. Merci Jean-Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour écouter cette conférence qui vient déjà d'être largement dévoilée. Donc je vais donc vous laisser. Néandertal. Oui, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. Néandertal est donc, comme vient de le dire Jean-Jacques, un humain, presque comme nous en tout cas, et qui a été découvert pour la première fois, un fossile humain, non sapiens, est découvert en 1856, je vais y arriver, et immédiatement, ça devient un sujet de discussion, évidemment dans les milieux scientifiques, mais également dans les milieux non scientifiques. Tout à l'heure, dans le train, priant pour qu'il ne soit pas en retard, ce qui s'est passé, j'ai tapé sur un célèbre moteur de recherche, les occurrences Néandertal, 5,8 millions de réponses, et Lucie, une autre star de la paléoanthropologie, 340 000 réponses. Enfoncé, Lucie. Donc, Néandertal, comme ça vient d'être dit par Jean-Jacques, que je remercie de m'avoir invité ici, Néandertal a fait l'objet de dizaines, de centaines, peut-être même de milliers de représentations depuis sa découverte en 1856. Et ces représentations sont assez intéressantes quand on les suit dans le temps, parce que globalement, elles projettent pour une grande partie les préjugés, les a priori, voire les fantasmes que nous avons eus, que nous avons encore sur Néandertal. Avec deux types de représentations, on va voir ça. Des représentations qui se veulent scientifiques, c'est-à-dire inspirées par des travaux de chercheurs, voire commandées par des chercheurs, et des représentations qui sont plutôt dans un domaine grand public, servant de support à des romans, des bandes dessinées, des choses de ce type. Ça fonctionne en plus. Donc,
Ces représentations de Néandertal, très largement perçues, au moins jusqu'il y a quelques dizaines d'années, comme un homme singe, peut-être moins homme singe que les australopithèques, mais quand même beaucoup plus homme singe que nous, en tout cas dans les perceptions. Ce type de représentation vient d'assez loin. Alors évidemment, ce que vous avez là, vous voyez les dates en bas, 1330 et autour de 1480, c'est évidemment pas des Néandertaliens, bien sûr, mais ça fait partie d'un certain nombre de fantasmes, de représentations d'a priori, que nous avons depuis extrêmement longtemps, là j'ai pris des exemples du Moyen-Âge, que nous avons depuis extrêmement longtemps sur l'autre, le sauvage, le différent, je rappelle barbare pour les Grecs, qui est évidemment forcément un peu velu, assez lubrique, comme vous le voyez à gauche, mais également à droite, équipé de symboles qui sont, pour le premier, la caverne. La caverne, c'est le lieu obscur de tous les dangers, et qui est également la massue. Vous avez quand même 3 personnages armés d'une massue, la massue étant l'arme de la brute, épaisse. Tout ça est cohérent. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce bouquin, le livre de la chasse de Gaston Phoebus, même date que l'enluminure de Robinet Testard, qui parle dans les armes de chasse de la massue comme étant l'arme de la brute. Passons directement au siècle de la découverte de Néandertal, le 19e siècle. Là, je vous pose un peu le contexte de tout ça, avant de faire une plongée dans l'histoire de ces représentations. Le 19e siècle, c'est l'époque des sociétés savantes qui fleurissent. Des notables se réunissent un peu partout, autour de thématiques qui sont philosophiques, qui sont d'ordre scientifique, archéologique, etc., etc., etc. Je vous ai mis ici la Société des antiquaires de Picardie, chère à mon cœur. Et tous ces travaux autour des sociétés savantes, Jacques Boucher de Perthes, toujours en Picardie, était membre de la Société des antiquaires de Picardie, mais Claudine Cohen en a déjà parlé. Toutes ces sociétés savantes, ça permet la production d'énormément d'écrits, des écrits à caractère scientifique, ou plus ou moins scientifique, mais également des écrits à caractère de vulgarisation. Je vous en ai mis 2 exemples ici. La célèbre Bibliothèque des merveilles, sous la pulsion de Flammarion, pour le bouquin de gauche, La création de l'humanité par Duclusius. Et ces bouquins se veulent des ouvrages de vulgarisation pour nous concernant ce qui est la préhistoire. Très tôt, on se retrouve avec un certain nombre d'illustrations concernant la préhistoire et concernant les hommes de la préhistoire, avec celle-ci qui est assez particulière, vu sa date, 1838, donc c'est bien avant la découverte des Néandertals, c'est même bien avant la découverte de 2 autres Néandertaliens, à Hangis dans les années 30, Hangis en Belgique dans les années 30 et Gibraltar dans le sud de l'Espagne dans les années 40, mais qui n'avaient pas été reconnus comme tels. Et Boitard ne connaissait évidemment absolument pas cette découverte. Néanmoins, Boitard publie dans son bouquin une idée d'un homme ancien, d'un homme entre guillemets préhistorique. Il n'utilise pas le terme, il parle d'homme fossile. Cet homme préhistorique qui est déjà décrit par Haeckel, qui est un grand savant allemand. Je vous cite, « Il avait des cheveux laineux », c'est important, les cheveux laineux, la peau noire, la station n'était qu'à demi verticale. Voilà, là on a déjà, dès ces années-là, on a déjà quelque chose qui donne le stéréotype de l'homme préhistorique. Arrivons à notre copain Néandertal. Notre copain Néandertal a donc été découvert, en tout cas l'espèce éponyme, en 1856 dans une petite grotte d'Allemagne. Tout ça a déjà été expliqué lors de précédentes conférences, donc je vais aller très très vite sur les circonstances. Cette grotte de Feldhofer est donc fouillée, c'est pas loin du Düsseldorf, enfin plutôt exploitée pour récupérer de la craie, et un savant local qui s'appelle Fuhlrott récupère le matériel et discerne sur cette calotte crânienne des traits qu'il ne peut pas attribuer à Sapiens. Il est aidé dans ses recherches par un autre savant, l'Université de Berlin, de mémoire, Schaffhausen. Et Fuhlrott et Schaffhausen, très vite, affirment qu'il s'agit d'une espèce qui n'est pas Homo sapiens, c'est Homo quelque chose. Donc eux ne le nomment pas, c'est plus tard qu'il sera nommé, mais c'est un Homo,
entre guillemets, quelque chose. Ça, c'est en 1856. Les premières publications et communications scientifiques, c'est l'année suivante, en 57, de mémoire. Et tout de suite, même si Schaffhausen prend quelques précautions en disant que c'est une espèce, c'est une, je cite, race barbare et sauvage, très vite, il y a une forme de négation de cette nouvelle espèce, avec des théories parfois assez cocasses. Là, je vous ai pris les deux qui me paraissent les plus intéressantes dans ce sens-là, pour nier à Néandertal son statut d'espèce différente d'Homo sapiens. C'est par exemple un crétin, un type atteint de crétinisme, donc un Homo sapiens atteint de crétinisme, comme le dit le capitaine Haddock en bas à gauche. Vous en avez un exemple ici, ce que c'est cette maladie due à un problème d'iode. Et pour d'autres, c'est encore beaucoup plus intéressant, c'est un cosaque des armées Pavlov, réfugié dans une grotte pour y mourir lors de l'invasion de la France en 1814, vu que nous savons tous que les cosaques meurent dans les grottes. C'est une habitude cosaque, c'est comme ça. Difficile, quand on va dans cette région de l'est de l'Ukraine, d'imaginer que ce soit plat de grotte, mais c'est comme ça. Il faut savoir que dès 1864, un anthropologue géologue anglais qui s'appelle King attribue un nom scientifique et appelle Homo neanderthalensis ce fossile. Coup de bol, parce que Haeckel, toujours lui, 2 ans après, avait proposé Homo stupidus, ce qui aurait été embêtant, mais là je vais parler sous le contrôle du professeur Hublin, parce que normalement en appellation scientifique, en taxonomie, c'est la première appellation qui vaut. Donc là je vous aurais fait une conférence sur l'image des stupidiens, ça aurait été quand même un petit peu embêtant. Quels sont les contextes de tout ça? Alors, nous sommes en 1856 pour Néandertal, et juste 3 ans après, voici l'édition Princeps, Darwin publie son célèbre bouquin, L'origine des espèces. Rappelons-nous que c'est en 71, donc un peu après, qu'il a publié le volume 2, entre guillemets, qui lui parle de l'humain. En 59, il ne parle pas encore de l'humain. C'est 12 ans par la suite qu'il publie la suite de celui-ci, où il aborde le problème humain sur le sujet. Donc, cette publication de Darwin amène également beaucoup de controverses. Je ne vous fais pas l'histoire de tout ça, vous la connaissez certainement comme moi. Et ces controverses portent essentiellement sur des sujets religieux. Comment imaginer que Dieu ait pu créer 2 espèces, c'est un peu embêtant. Mais également sur des sujets, entre guillemets, philosophiques. Où pouvons-nous placer, nous, l'humain, où se place Homo sapiens dans tout ça? Ça, c'est le contexte avec énormément... Ah oui, encore une caricature de Darwin, et je ne résistais pas à vous montrer celle-ci à gauche, qui est celle de Cartaillac, dont Jean-Jacques a parlé lors de sa conférence inaugurale, si ma mémoire est bonne, un très grand préhistorien français, parfois caricaturé, ils n'hésitaient pas à l'époque, parfois caricaturé, comme vous le voyez. Et cette image, je la trouvais assez intéressante, parce qu'une fois de plus, c'est un préhistorien, donc forcément, on l'habille, enfin, on le déguise en singe. Vous voyez les poils et la queue qui se trouvent là. Je ne vous le détaille pas, mais c'est intéressant de voir tout ce qui est écrit derrière ces petites caricatures-là. On est également dans cette époque, seconde moitié du 19e, dans toute une explication de théories à caractère racialiste qui aboutissent, pour nombre de savants et de moins savants, à une classification hiérarchique des, entre guillemets, races. Je vous ai mis ici la page du bouquin de Gobineau. Donc ça, c'est 1853-1855, donc on est dans cette époque-là. Gobineau n'est pas le seul à avoir écrit ce genre de choses. C'est assez fréquent à l'époque. On baigne dans cette ambiance. Regardez ici à gauche les comparaisons par Winchell entre une femme hottentote et une femelle gorille. Donc on baigne dans cette ambiance racialiste. Et très rares sont les savants, très rares sont les chercheurs qui amènent une contradiction à cette forme d'ambiance racialiste. Je voudrais juste citer, en contre-exemple, Joseph Anténor Firmin, qui est certainement très méconnu pour le moment, qui avait publié en 85, un peu après Winchell,
de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Donc il y avait quand même quelques chercheurs qui n'y allaient pas dans ce sens-là. La croyance générale, ça reste celle qu'exprime Camille Flammarion, parce que ce racialisme il est très actuel pour au XIXe siècle. Je vous le cite. Camille Flammarion, qui est un grand éditeur de vulgarisation scientifique, on l'a vu tout à l'heure pour le bouquin de Duclusius. Il n'est pas anthropologiquement démontré que les nègres aient la même origine que les blancs, ni que la race nègre puisse, avec les siècles, acquérir notre forme, quoique cependant elle puisse être classée fraternellement par nous dans les rangs de la grande famille humaine. Voilà, nous voilà rassurés. Donc, on baigne un peu dans cette ambiance-là, et les comparaisons avec les, entre guillemets, races subactuelles florès. En gros, on compare systématiquement avec celui-ci, le profil grec du caucasien blanc, qui se retrouve placé au sommet de l'échelle hiérarchique, comme vous avez ici à droite, avec un certain nombre de profils, et en bas, l'aborigène australien, qui est, lui, toujours en bas, dans la plupart des graphiques qui existent de ce type-là. Ce placement, si je peux me permettre l'expression, de l'aborigène australien tout en bas de la chaîne, entre guillemets, est intéressant aussi au niveau archéologique. J'ai pour ma part retrouvé des archives d'un archéologue qui s'appelle Victor Comon, qui fin 19e, début 20e, à Amiens, et qui écrit à Cartaillac, de mémoire, si ma mémoire est bonne, mais je l'ai publié, mais je ne sais plus où, c'est pas grave, qui écrit qu'il a été visiter au British Museum, les collections ramenées d'Australie pour comparer les productions des aborigènes à celles de Néandertal dans le nord de la France. Donc tout ça courait un peu là-dedans, Néandertal étant considéré comme l'ancêtre des pré-adamites, dont ici les aborigènes australiens. Toutes ces explications racialistes collent très bien avec l'ambiance colonialiste de la seconde moitié du XIXe siècle. Ça va très bien ensemble. Et les politiques et les idéologues se nourrissent de ces théories racialistes. Cela fait très bon ménage. Les théories racialistes justifiant pour partie les théories colonialistes. Pas uniquement, mais en partie en tout cas. Donc la démarche classificatoire qui aboutit à la hiérarchisation des races, cela répond aux demandes des politiques et des idéologues pour justifier le colonialisme. Je vous ai mis ici une célèbre citation de Jules Ferry. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Donc là, on est à la fois sur du racialisme, mais aussi bien biologique que culturel, parce qu'on doit les civiliser. Ils n'ont pas de civilisation. Alors ça, c'est l'ambiance de l'époque. Il faut quand même dire, pour être parfaitement honnête, qu'un type comme Clémenceau, lui, s'est totalement opposé à ça. Dans un discours, ça c'est le discours de Ferry le 28 juillet, le 31 juillet, Clémenceau répond en disant « pas du tout, tout ça, ça ne colle pas une seconde ». Dites immédiatement que c'est uniquement pour gagner de l'argent qu'on veut coloniser tous ces peuples. C'est également l'époque des zoos humains. Il y en a pas mal, ça tourne dans toutes les villes. Je vous ai mis ici la photo du zoo humain d'Amiens, 1906. Sachez que ces zoos humains sont organisés par des impresarios. J'ai retrouvé exactement les mêmes personnes qui composaient ce zoo humain à l'exposition universelle de Liège, en Belgique, l'année précédente. Donc ces zoos humains tournaient dans toutes les villes européennes pendant 2, 3, 4 ans. Alors Néandertal, il trouve tout son intérêt dans ce système-là, vu qu'il serait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancêtre des races dites inférieures, les aborigènes australiens en particulier. Donc on fait des comparaisons avec tout ça. Et Néandertal, et là c'est un peu intéressant, un peu plus surprenant peut-être, Néandertal sert aussi, alors à droite c'est pas Néandertal, Néandertal sert aussi à des considérations sur des théories criminologiques. Donc, on se base sur la brutalité supposée des Néandertaliens et l'héritage qu'ils auraient laissé, génétiquement parlant, chez nous. Alors, je vous cite un certain monsieur Nicole,
En 1885, ça correspond à cette illustration de gauche. Alors, pardon pour les citations, mais ça permet d'éclairer un peu le débat. Monsieur Bordier, professeur à l'école d'anthropologie de Paris, écrit Monsieur Nicole, ayant étudié une série de crânes de criminels, a reconnu sur eux, d'une manière à peu près invariable, les caractères du crâne de Néandertal. Donc, comme ça c'est fait, Néandertal, brute épaisse, par atavisme, transmet ses caractéristiques criminelles à certains d'entre nous. Je termine la citation. Ces caractères se retrouvent également chez le gorille. Alors, le gorille est une image extrêmement intéressante dans la représentation de la préhistoire parce que cette image du gorille revient souvent, le gorille étant symboliquement rattaché à la brutalité, à la violence. Je voulais en parler plus tard, mais je le fais maintenant tant que j'y suis. Vous connaissez certainement la chanson de Brassens, Gare aux gorilles. Quoi. Voilà, on est dedans. Par ce biais, eh bien, Martin Dumollard, qui se trouve ici à droite, après avoir été guillotiné, se sépare de son crâne, si je peux me permettre, c'est un peu horrible. Et Martin Dumollard, qui a un peu oublié pour le moment, était un tueur en série. Il a été guillotiné en 1962. Et le crâne de Martin Dumollard se voit ainsi comparé, c'est ce que vous avez à gauche, l'image de gauche là, à celui d'un Néandertal, ce qui permet de justifier les méfaits criminels de Martin Dumollard, qui avait tué une dizaine de bonnes, si ma mémoire est bonne. L'atavisme de ces comportements un peu barbares et asociaux, hérités des Néandertaliens, avait déjà été un peu, même s'il n'allait pas jusqu'au problème de criminalité, établi par Mortillet, Gabriel de Mortillet, dont il a été également question, qui a écrit en 83, son sang, il parle de Néandertal, s'est infusé dans la race nouvelle, c'est nous. Aussi voit-on de temps à autre le type de Néandertal réapparaître plus ou moins parmi nous par suite d'atavisme. Donc il y a une forme de transmission, mais pour beaucoup de transmission du mauvais côté des Néandertaliens, ce côté un peu affreux, dont il est dit, toujours par Nicole, parlant du physique des Néandertaliens, un monstre de laideur de notre temps paraîtrait un Apollon en regard de cet affreux bipède dont le type ne subsiste guère, mais il y en a encore, on vient de le voir, que parmi les scélérats. Et quelles horribles femelles devaient être les dames chéléennes. Voilà, comme ça c'est fait. Donc vous voyez que cette réputation, cette mauvaise réputation de Néandertal lui colle à la peau jusqu'à justifier les côtés criminels de certains d'entre nous. Cette image est une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne que j'ai retrouvée concernant Néandertal. Elle date de 1973. Elle vient d'une revue anglaise. Elle a été dessinée par un certain monsieur Griset. Et ici, en revanche, c'est assez intéressant parce qu'on voit ce Néandertalien qui n'est pas cette brute avachie. Il se tient droit, bien vertical, bien posé sur ses jambes. Il a une hache assez élaborée. Il a même domestiqué le loup. Vous en voyez un là-bas. Il surveille l'horizon pour que madame puisse se reposer de sa dure journée. C'est intéressant de regarder. Il a un menton. Mais je pense qu'en 1973, il n'y avait pas encore la découverte d'un maxillaire, donc je crois qu'elle ne savait pas encore si, oui ou non, Néandertal pouvait avoir un menton. C'est un sujet que je vais m'empresser de vérifier. Néanmoins, l'article qui accompagne ce dessin dit on peut difficilement imaginer un être humain à l'apparence plus féroce, ressemblant davantage à un gorille. On revient encore, vous voyez, avec cette histoire de gorille. 1886, fouille du site de Spie, Belgique. Possibilité de sépulture néandertalienne. Ça écorne un peu l'image brutale des Néandertaliens, parce que comment ces hommes sages auraient-ils conçu l'acte d'inhumation? Ça commence à poser un petit problème. Les découvreurs de Spif répondent l'Ouest et de Peut, qui n'est pas sur l'écran, dont le nom n'est pas sur l'écran, et hésitent quand même à avancer là-dessus. Ce n'est pas très clair, d'ailleurs, même toujours maintenant, on pense que c'est bien une sépulture, mais ce n'est pas si sûr. Néanmoins, il y a quand même un petit niveau de conscience qui commence à apparaître, même si le dessin de l'Ouest n'est pas encore sur un néandertalien plutôt affirmé en tant qu'homme. Il a encore un côté un peu simiesque. C'est surtout à la chapelle aux Saints
qui va donner des impressions plus importantes sur le sujet. Donc la Chapelle-aux-Saints, c'est 1908, c'est un site en Corrèze. Et là aussi, il y aurait peut-être eu une sépulture, on ne sait pas trop. Néanmoins, l'étude qui est faite par Marcellin Boule, qui est un très grand paléontologue de l'époque, et à qui est confiée l'étude des ossements de la Chapelle-aux-Saints, la reconstitution par Marcellin Boule accentue les caractères simiesques de Néandertal. Il faut savoir que la reconstitution qu'avait faite Marcellin Boule a été contestée par la suite, et elle était en grande partie fausse dans son assemblage. Néanmoins, pour Marcellin Boule, les choses sont claires. C'est une longue citation, vous m'en excusez par avance. Il importe d'observer que les caractères physiques de Néandertal sont bien en harmonie avec ce que l'archéologie nous apprend, de ses aptitudes corporelles, de son psychisme. Je ne savais pas que l'archéologie pouvait apprendre des choses sur le psychisme, il va falloir que je me recycle, et de ses mœurs, là aussi. Il n'est guère d'industrie plus rudimentaire et plus misérable. L'utilisation d'une seule matière première, la pierre, pas de bois, pas d'os, l'uniformité, la simplicité, la grossièreté de son outillage lithique, l'absence probable de toute trace de préoccupation esthétique et d'ordre moral s'accordent bien avec l'aspect brutal de ce corps lourd, de cette tête osseuse aux mâchoires robustes, et où s'affirme encore la prédominance des fonctions végétatives et bestiales sur les fonctions cérébrales. Voilà. La messe est dite. Il faut savoir que la réputation de Marcellin Boule est très grande à l'époque, et les options de reconstitution de Marcellin Boule ont eu des influences importantes sur les premières années du XXe siècle. Cela se voit également dans ces sculptures, maintenant je vais un peu accélérer, d'un certain monsieur Mascret, commandé par un archéo-anthropologue, il s'appelle monsieur Ruteau, en Belgique, où on montre un néandertalien, une néandertalienne. Je ne vous fais pas l'article, vous voyez un peu la façon dont les têtes sont représentées. Ruteau, Aimé Ruteau, avait dans l'idée, lui, que les Néandertaliens avaient côtoyé les Homo sapiens, mais c'était une race primitive, une race archaïque, esclave des Homo sapiens. Donc pour lui, il y avait une hiérarchisation, maître, esclave, sapiens, Néandertal, lequel Néandertal vivant dans la crainte et la soumission. À gauche, vous avez une sculpture de Norberto Montecucco, 1909, qui représente l'homme de la Chapelle-aux-Saints, en se basant sur les indications de Marcellin Boule, mais aussi de Lombroso, Cesare Lombroso, qui est un criminologue italien réputé, et qui était persuadé du caractère inné de la criminalité, et qui pensait l'établir en étudiant les caractères physiques des individus, et surtout leur crâne. Donc il avait développé des études de craniologie. Donc vous voyez comment Montecucco, sur la base des travaux de Boule, mais aussi de Lombroso, représente Néandertal avec cet air menaçant, les yeux dilatés. Et à côté, vous avez quelque chose, à droite, quelque chose un peu plus intéressant, parce qu'assez différent de l'ambiance, où vous avez une publication de 1911, et j'ai oublié d'indiquer la date, vous m'en excuserez, un dessin d'Amédée Forestier qui illustre un article d'un gars qui s'appelle Case, de mémoire, c'est ça, oui, Arthur Case, en anglais. Et on voit un néandertalien assez différent de celui-là, ou même de Kupka, je vous le remets. On voit un néandertalien assez différent, c'est le même, c'est toujours la Chapelle-aux-Saints. Lui, il n'est pas velu, il taille un silex, il est dans sa grotte. Il est dans une image beaucoup plus homo sapiens, humaine, telle que nous on le verrait, que les précédents. Donc le dessin est assez étonnant pour 1911. Il faut aussi lire l'article qui accompagne le dessin, parce que moi je vous montre des représentations, mais il faut lire les articles qui vont avec. Et l'article est un peu différent de l'image, c'est ça qui est intéressant. L'article correspond à l'image, c'est un autre, excusez-moi. Il devient très évident que l'homme néandertalien ne possédait guère plus de caractéristiques simiesques que son homologue moderne. Donc pour Case, qui a commandé ce dessin-là, pour Case, Néandertal et nous, on se ressemble quand même pas mal, quoi. On passe la première guerre mondiale. Oui, c'est pas passé grand-chose d'un point de vue strictement archéologique concernant Néandertal. Et on arrive dans les années avant la Seconde Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, avec le même genre de représentation. On est ici sur des dermoplasties, parmi les plus anciennes qui existent sans doute, avec les sculptures de
de Ruteau et de Mascret, où on voit la famille du moustier, c'est fait par un certain monsieur Blaschke, et c'était au musée de Chicago, et on voit encore le même genre de truc, un peu moins velu pour celui de droite, mais l'air courbé, un peu misérable, voire peut-être même un peu déficient, en tout cas déficient mentalement, l'attitude passive, l'air un peu simplet et le vêtement misérable. Dans ce paysage, malgré tout, Claudine Cohen a utilisé cette image pour un bouquin célèbre, un néandertalien dans le métro, Carleton Coon, en 1939, c'était un anthropologue d'Harvard, Carleton Coon, donc lui décide de faire dessiner un néandertalien habillé en habits modernes. Il s'en explique en disant « Il nous est impossible de savoir si la reconstitution des parties molles est exacte, mais il est probable que les traits du visage étaient humains pour l'essentiel. Notre conception des différences raciales entre groupes humains est souvent largement influencée par la coiffure, la présence ou l'absence de barbe et les usages vestimentaires. » Donc Kuhn décide d'habiller Néandertal en habits modernes et nous dit il passerait inaperçu dans le métro. Bon, à titre personnel, je n'en suis pas totalement persuadé. J'ai encore pris le métro tout à l'heure, je n'en ai pas vu, mais je ne suis pas complètement persuadé qu'il passerait inaperçu, parce que quand même, il a une tête assez étonnante, dont un des signes principaux, bon, ok, il a un chapeau, mais l'absence de menton est quand même assez curieuse. Et en plus, là, il faut bien l'avouer, il ressemble quand même un petit peu à un bandit de Chicago, quoi. De loin, on a l'impression de voir Al Capone dans un film noir des années 50. Enfin, néanmoins, il faut souligner que Kuhn, lui, voit les choses un petit peu différemment. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a bien sûr toujours des représentations de Néandertal basées sur des travaux scientifiques d'un certain nombre de chercheurs, soit par lecture de leurs travaux, écoute de leurs conférences, soit par commande directe. Mais Néandertal vient, si je peux me permettre l'expression, dans le domaine public. Et on a de plus en plus de représentations qui ne se veulent pas forcément de représentations de vulgarisation ou d'explication sur base scientifique, mais qui passent dans une forme d'imaginaire collectif. Et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est là que ça commence parfois à partir un peu dans tous les sens. Et c'est là que ça en dit pas mal sur nous également. Je vous montre cette image de droite. C'est un film de 1953 que je vous conseille. On peut le trouver même sur une chaîne de diffusion de vidéos bien connues. Je ne donnerai pas le nom. On peut le trouver relativement facilement. The Neanderthal Man, c'est 1953. Je ne m'en lasse pas à titre personnel. Où on a ce néandertalien qui est figuré ici, comme vous avez pu le voir, qui est évidemment avec une tête très simiesque, qui est évidemment brutal et qui est évidemment lubrique, comme semblent le penser les 4 jeunes dames à qui il veut juste demander son chemin, sans doute. Et ce néandertalien, comme vous le voyez, est vêtu, il a un pantalon et une chemise, mais ce n'est pas parce qu'il veut être représenté comme un homme, entre guillemets, moderne, c'est parce que ce néandertalien est en fait un savant fou. L'image du savant fou, ça marche toujours très bien, monsieur le professeur. Et ce néandertalien est en fait un savant fou qui veut revenir aux pensées primitives, aux pensées originelles de l'homme, et qui invente évidemment une potion, c'est facile, c'est bien. Et cette potion, pour arriver aux pensées les plus primitives de l'homme, le transforme en néandertalien. Voilà. Et ce néandertalien, c'est écrit là, a des passions primitives et des désirs fous qui l'animent. Si vous regardez bien l'image, vous avez un petit Néandertal ici, qui sort de sa caverne. Il a au moins inventé le feu. Et il a, encore une fois, une massue, évidemment, toujours la massue. Ceux que ça intéresse, j'ai une très belle photo de Jacques Dutronc avec une massue aussi, qui tire Anne-Philippe par les cheveux, c'est assez intéressant. Je vous la passerai tout à l'heure si j'ai 3 minutes. À gauche, vous avez, je reviens sur l'image du gorille, c'est assez intéressant, un film plus ancien, les années 30, mais quand on compare les deux représentations, en fait, on est exactement dans le même symbolisme, dans le même genre de choses. Le gorille est un animal violent, un animal brutal, un animal qui ne peut se contrôler, quelque chose d'absolument non civilisé, et on en fait la comparaison avec Néandertal, de ce fameux gorille qui a également servi à ce type de choses, une annonce pour s'enrôler dans l'armée
américaine pour combattre le Kaiser. Vous remarquez le casque à pointe qui se trouve là pendant la Première Guerre mondiale. Donc cette image du gorille est toujours alimente toujours aussi nos fantasmes sur le sujet. On avance un petit peu dans le temps, et ici je vous ai mis deux images qui sont à caractère un peu différent. Celle de gauche, qui a été dessinée par un gars qui s'appelle Frazetta, qui est très oublié maintenant, mais qui a fait beaucoup de comics dans les années 60 aux États-Unis. Et Frazetta a illustré un numéro du fameux hebdomadaire Creepy, qui était un comic d'histoire d'horreur. Et celui-là, le numéro 15, celui-là illustre un chlore néandertalien qui, par une espèce de trou spatio-temporel, arrive à notre époque, pas forcément, comme on le voit sur l'image, animé des meilleures intentions. C'est assez typique de la façon dont on les représente, les massues, évidemment, les gourdins, les bouts de bois, ils ne sont même pas façonnés, et l'air menaçant, le dos courbé, etc., etc. À droite, vous avez une illustration de Burian, Zdeněk Burian, qui est un illustrateur tchèque extrêmement intéressant comme illustrateur, qui a fait un travail colossal et qui, lui, s'inspirait quand même plutôt de travaux à caractère scientifique et qui dessine, c'est assez ancien, 62, qui dessine un néandertalien qui est en train de bercer son enfant. Ce qui est assez différent dans la conception symbolique du Néandertal de l'image que vous avez ici à gauche. Il faut savoir que dans les années 50 jusqu'en 1960, Soleiki travaille sur un site qui s'appelle Shanidar, dans le nord de l'Irak, et il met en évidence la possibilité de sépultures peut-être accompagnées de fleurs, etc. C'est controversé, mais en tout cas, ça donne une autre image de Néandertal. Il met également en évidence le fait que Néandertal prenait soin de ses semblables, blessés, handicapés, et que ça lui confère une humanité qui était peu envisageable auparavant. Comme vous pouvez le voir également sur cette illustration de Materns, c'est un peu plus récent, c'est 82, qui lui illustre la sociabilité néandertalienne avec cette femme qui explique à ce petit groupe qui l'écoute attentivement, qui explique quelque chose, évidemment on ne sait pas quoi, ce qui nous donne la possibilité que Néandertal ait eu un langage. Ce qui n'était pas non plus quelque chose de totalement évident. Je continue mon petit panorama, on avance dans le temps, de plus en plus, au fur et à mesure. Sur la gauche, vous avez la pochette, la jaquette, comme on disait dans le temps, de 45 tours, d'un groupe qui s'appelle les Hotlex, là, c'est là, que vous connaissez peut-être, parce que par la suite, l'année suivante, ils se sont appelés Ten cc. Et certains d'entre vous, même si vous me paraissez tous assez jeunes, certains d'entre vous ont sans doute dansé ou eu quelques émois sur un de leurs slows absolument célèbres, I'm Not in Love, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Voilà. Eh bien, avant de faire I'm Not in Love, ils ont fait Neanderthal Man, qui est un morceau de musique, 4 minutes quelque chose. Lui aussi, on le trouve sur le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est assez intéressant. C'est un clip aussi, ils en ont fait un clip dès 71, et ce morceau représente une musique tribale, quasi uniquement de percussion. Donc ça donne aussi une ambiance, vous voyez, musique tribale, percussion, etc. Et que sur la pochette, la jaquette en français, comme vous le voyez, il faut le jouer très fort. Et ça aussi, ça rajoute à cette ambiance. Alors à droite, bon, vous me pardonnerez la capture d'écran, je ne suis pas très bon en informatique. À droite, vous avez une des néandertaliennes qui danse dans ce clip, qui n'est pas très néandertalienne. Hein. Bon, Jean-Jacques, on pourrait peut-être faire une expertise plus poussée, mais on la sent pas très néandertale quand même sur le coup. Mais bon, elle figure quand même dans le clip avec 2 autres de ses camarades, et ce n'est pas inintéressant non plus. On ne peut pas échapper à la guerre du feu. On ne peut pas échapper à la guerre du feu, 1981, Jean-Jacques Hano, où le cinéaste représente des néandertaliens en quête du feu, évidemment, néandertaliens qui sont un petit peu du plafond, si je peux me permettre, mais qui sont, grâce à Sapiens, amenés à un plus haut degré de civilisation. Alors, la guerre du feu, là, je vais peut-être vous étonner, mais je ne veux pas le critiquer, ce film, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est un film que moi, je ne prends pas comme une reconstitution archéologique. Et Hano l'a dit lui-même dans une interview, c'est un film d'aventure, entre guillemets.
Donc moi, je le prends comme ça, et je mets de côté tout ce que j'ai pu apprendre depuis trop d'années sur Néandertal, et je le prends comme un film, entre guillemets, d'aventure. Et en le prenant comme un film d'aventure, eh ben, je l'ai encore revu il n'y a pas longtemps, et c'est très très chouette. Il faut savoir que La Guerre du Feu vient d'un roman de Ronnie Lenné, avant la guerre 14, et que dès 1915, il y avait eu une adaptation cinématographique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ça, mais ce n'est pas inintéressant non plus, parce que là, Néandertal est joué par des acteurs de 1915, et Néandertal, il n'est pas du tout néandertalien, et c'est pas mal intéressant la façon dont les acteurs de l'époque interprètent les rôles des Néandertaliens, avec des grands discours, mais qu'on n'entend pas, parce que c'est un film muet, évidemment, sur toutes leurs petites aventures pour aller rechercher de quoi se chauffer, entre autres. Toujours dans les années 90, plusieurs exemples de représentations de Néandertal. Comme vous l'avez vu, il y en a pas mal qui sont quand même issus du monde anglo-saxon. Celle de gauche, c'est une traduction française chez Bayard. Mais Sieska, c'est un gars qui a fait beaucoup de livres pour les enfants, etc. Ça, c'est un bouquin pour les enfants. Et qui part sur le bon vieux principe, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être encore, ta mère est quelque chose. Là, c'était ta mère est une Néandertal. Et donc ces trois petits sapiens qui se retrouvent projetés dans le temps, c'était la thématique des bouquins de Sieska. Et il leur arrive plein d'aventures avec un Néandertal qui n'est pas complètement comme nous, mais qui n'est pas non plus complètement débile. Et à droite, en revanche, là c'est quelque chose, c'est français, c'est une BD française qui s'appelle Néandertal Bikini, ça peut paraître un peu curieux. Là, en revanche, dans Néandertal Bikini, Néandertal, c'est le gars qui est là. Alors Néandertal, pour avoir lu la BD à 2 fois pour être sûr, il est un peu con, Néandertal, il ne parle pas, et il est surtout très lubrique. Alors c'est une bande dessinée un peu particulière, peut-être à me permettre toutes les mains. Un roman, il y a eu pas mal de romans sur la préhistoire, dont des romans sur Néandertal. Celui-là de Darnton, il est pas mal non plus dans le genre. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. S'il a été traduit en français, ce serait intéressant. Bon, moi, je l'ai lu, celui-là, quoi. C'est pas mal, là, c'est un Néandertal c'est une tribu de Néandertal dans l'Altaï. Ça tombe bien, il y en a plein, et pas que des Néandertals, d'ailleurs, dans l'Altaï. Mais là, ce sont des tueurs anthropophages. Ils prennent un malin plaisir à décimer les expéditions scientifiques ou d'alpinistes dans l'Altaï. D'abord, en leur coupant la tête, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc Néandertal, encore une fois, très brutal, très sauvage, anthropophage et toutes cette sorte de choses. On continue avec quelques petits exemples, je vais aller rapidement. Pour ceux d'entre vous qui s'en rappellent, Windows NT, qui était une daube informatique hallucinante, a été rebaptisé ici Néandertal Technology, donc ça vous donne une idée de la façon dont Néandertal faisait sa technologie. Jayco, c'est une boîte d'assurance américaine, et là, par Granlund, qui est pas mal comme illustrateur, la dame qui dit « ben non, il n'est pas éteint comme espèce, ça fait 30 ans que j'habite avec lui ». Beaucoup d'exemples que je vous montre proviennent des États-Unis. Et il faut savoir qu'en anglais américain, en anglais britannique également, mais surtout en anglais américain, Néandertal est un terme, ce n'est pas qu'une espèce fossile, comme c'est écrit là, mais Néandertal, c'est aussi un terme péjoratif, passé dans le langage courant, relativement récemment, vu qu'on l'a découvert en 1856, je vous le rappelle. Et Néandertal, ça signifie ça. C'est quelqu'un de primitif, de pas civilisé, de grossier, et qui en plus ultra-conservateur et réactionnaire. Donc Néandertal, il est très utile quand on veut stigmatiser un opposant politique aux États-Unis. Ça sert à ça aussi. C'est assez curieux d'ailleurs que les Américains utilisent Néandertal comme espèce fossile pour dévaloriser quelqu'un, alors que nous pas. Nous, en revanche, on parle plutôt de Cro-Magnon. Ce gars est un Cro-Magnon. C'est assez intéressant. Je ne me suis pas encore trop penché sur l'origine de cette différence. Un de ces jours, j'essaierai d'y retravailler pour voir un peu à quoi ça correspond, mais ce n'est pas inintéressant de voir cette différence, quoi. Quelques citations néanmoins très françaises pour vous montrer que nous aussi, des fois, on a encore cette idée de Néandertal. Donc Beck BD en 97, je vous laisse les lire, je ne vais pas les lire à votre place, j'ai écrit très grand. Donc Beck BD en 97 et Bernard-Henri Lévy en 2011. Je vous laisse quelques secondes pour lire ça. Sachant qu'on est à une époque où certains archéologues un peu militants se lancent dans une entreprise de, j'ose le mot, réhabilitation des Néandertaliens. Marilène Patoumatis, par exemple, mais pas toute seule, il y en a d'autres également.
Et ces archéologues veulent donner une autre image de Néandertal, parfois poussée à l'excès dans l'autre sens. C'est un phénomène de balance, très négatif d'un côté, puis hop, pour compenser ça, on part sur du très, peut-être trop positif de l'autre côté. Avant ça, je vous montre quand même mon copain Rahan. Enfin, c'est dans un truc de Rahan, c'est l'écureux en 2006, des chasseurs à l'allure primitive. C'est la tribu des Dertal, donc on voit très bien à quoi ça correspond. C'est dans le volume de Rahan où il parle de Pierrette, la néandertalienne de Charente-Maritime. Et enfin, pour terminer sur le côté très négatif, je ne peux pas échapper, je ne peux pas vous priver de ça. Une chanson accompagnée par ce clip, une chanson d'Ariel Dombal qui s'appelle « Fais-moi l'amour à la Néandertal », c'est-à-dire, a priori, on pense que c'est assez physique, on va dire comme ça. Voilà. Accompagné de ce clip qui est assez intéressant, parce qu'on a un homme singe, là, et derrière, c'est des peintures de Lascaux. Donc c'est quand même, un peu trafiqué informatiquement, mais enfin c'est quand même assez étonnant de voir ce clip avec l'homme singe qui gesticule dans tous les sens autour de la dame qui se trouve là au milieu et devant les peintures de Lascaux. Ça aussi, ça se trouve sur certains réseaux de diffusion de clips et tout le bazar. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Pour mon ami Erolf, les arts décoratifs. Voilà, ça c'est pour toi. Vous voyez que cette affiche des arts décoratifs, il y en a d'autres, il y en a de la RATP aussi qui utilise ce genre d'image. Cette affiche des arts décoratifs compare Néandertal avec cette théière. C'est une théière. Oui, c'est une théière, c'est écrit là. Et ça donne aussi une image un peu étonnante de tout ça. Sur le côté plus favorable à Néandertal en termes d'image, je vous rappelle qu'une fois de plus, on n'en sait pas grand-chose, malheureusement. Mais sur le côté plus favorable en termes d'image, on a les bandes dessinées, il en a fait plusieurs d'Emmanuel Roudier, qui sont pas mal, et AO, le dernier Néandertal, dont Marilène Patoumatis était d'ailleurs conseillère scientifique, si ma mémoire est bonne, et qui, toutes les deux, présentent Néandertal sous un jour bien plus favorable que ce qu'on vient de voir auparavant. Un gars très humain, très capable d'empathie, de douceur, etc., très pacifique, peut-être même trop pacifique, parce qu'en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Et c'est cet effet balancier, pour moi, qui partait d'un Néandertal très dévalorisé à un Néandertal survalorisé. On voit ça également dans les dessins de Benoît Clarisse, un illustrateur extrêmement intéressant, et avec des dessins d'une très grande qualité, sur le thème de la rencontre entre Sapiens et Néandertal. Et Benoît Clarisse en a fait deux versions séparées par 5 ans, je vous ai mis les dates. Celle-ci, qui est la plus ancienne, on voit Néandertal pieds nus, habillé, vêtu simplement d'une peau de bête, simplement posée sur ses épaules. 5 ans après, on change complètement le paradigme. Et là, Néandertal, c'est toujours celui de gauche. Le Sapiens, il n'a pas beaucoup évolué, lui. Néandertal, lui, il a beaucoup changé. Néandertal, il a des chaussures, il a des vêtements qui sont très correctement posés, peut-être même cousus. Et si vous regardez attentivement ici, au niveau de sa chevelure, au niveau de sa coiffure, la coiffure, elle est quand même assez bien lissée, et il y a des plumes dans cette coiffure. Donc on amène chez Néandertal la capacité à apprécier les parures personnelles. Et les parures personnelles, c'est quelque chose d'important dans l'évolution humaine. C'est quelque chose d'important. C'est une affirmation de soi et c'est une affirmation sociale dans un groupe. Ça sert aux deux. Ici, 2 représentations par Cutrona à gauche et Foliazza à droite qui sont sur le même registre. Des coiffes de plumes, des colliers, des peintures corporelles. Tout ça part du principe qu'on a retrouvé des cerfs, des rémiges et des pygments. Tant qu'on n'aura pas Néandertalozzi, on aura quand même un petit peu de mal. Ça reste de l'hypothèse, malgré tout. Une hypothèse séduisante, mais on est encore dans le stade de l'hypothèse. Après, vous me direz, c'est ça l'archéologie, c'est toujours des hypothèses, mais ça reste néanmoins des hypothèses. Néanmoins, ici, ça montre que pour nos 2 auteurs qui se basent sur des travaux scientifiques, là,
Les ornementations néandertaliennes sont manifestes. On a passé un cap que Clarisse avait déjà un peu élaboré avant, hein, mais on a passé un cap. Et c'est un cap qui est intéressant, parce que ça le rapproche de plus en plus de nous. Ça le rapproche de plus en plus de nous. Je vous demanderai d'observer celui de droite, là, celui-ci. Au début, moi, quand je l'avais vu à Burgos, et c'est au musée de Burgos, hein, que je vous conseille si vous allez là-bas, je me disais, ah, un Iroquois, je ne sais pas pourquoi. Et en réalité, c'est assez intéressant, parce que regardez bien, il est glabre, ce garçon. Il est rasé. Il est rasé. Là aussi, ça vient, moi je trouve ça intéressant, ça vient contredire un de nos stéréotypes, les hommes préhistoriques. Il faut toujours qu'ils soient échevelés et barbus. C'est comme ça qu'on les voit, alors qu'on n'en sait fichtre rien, bien évidemment. Si ce n'est pour le Magdalénien ou, sous le contrôle de Catherine, dans le site de la Vienne, de la Marche, dans la Vienne, pardon, il y a des plaquettes avec des figures de Magdaléniens, et la plupart sont rasés, la plupart n'ont pas de barbe, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Donc là, on est sur des Néandertaliens qui sont en fait comme nous, quoi, qui sont en fait exactement comme nous, quoi. Et on voit d'ailleurs ici une nouvelle reconstitution de notre copain de la Chapelle-aux-Saints. Je vous ai remis Kupka, là, avec sa tête simiesque, ses poils partout, sa massue, évidemment. Une nouvelle reconstitution, ici. Le gars, il est bien coiffé, il a la barbe bien taillée. Là, il sort de chez le coiffeur, quoi, ou chez le barbier. Non, mais quand on le regarde comme ça, c'est tout à fait évident. Vous voyez cette façon d'amener les choses au fur et à mesure pour rapprocher de plus en plus Néandertal de nous et en faire quasiment un autre nous. Un petit peu contrebalancé avec les deux dermoplasties du musée de Lyon, le musée des Confluences, voilà, avec une sapiens à gauche, une Néandertal à droite. Là, c'est assez récent, hein, ça date de 2018. Là, c'est intéressant de comparer ces deux dermoplasties qui sont présentées l'une à côté de l'autre, hein, à l'entrée de la section archéologie du musée de Lyon, où on a une sapiens qui est parée de bijoux divers et variés, qui est correctement coiffée, qui est correctement habillée, etc., avec à côté d'elle une Néandertal qui, elle, est un peu dépoitraillée, qui ne porte qu'ici que peut-être un collier de bras, et c'est quasiment tout. Donc là, on réintroduit une forme de différence, j'oserais peut-être dire même de hiérarchie entre la première qui est sur un défilé de mode et la seconde qui est en haillons. L'idée de Kuhn, ce n'est pas péjoratif du tout ce que je dis là, hein. L'idée de Kuhn, plus de 50 ans après, elle refait surface, avec, là je vais vous montrer deux dermoplasties. Ça refait surface, cette idée, habillons Néandertal en costume contemporain et voyons comment ça passe dans la foule, quoi. Alors, il y en a, dans le cadre de l'opération Où est Charlie, il y en a un dans la pièce, c'est à vous de le trouver. Voilà. Ici, vous êtes au musée de Mettmann, qui est le musée du site éponyme, hein, si j'ose dire. Et depuis quelques années maintenant, au musée de Mettmann, ils ont présenté, ils présentent toujours d'ailleurs, en tout cas il y a 2 ans, il y était encore, cette dermoplastie d'un néandertalien qui est nonchalamment accoudé, non pas au comptoir, hein, sur une rambarde, mais qui tient quand même, comme vous le voyez ici, ça c'est marrant, un racloir emmanché dans la main gauche, quoi. C'est assez étonnant. Et vous avez, et là vous pouvez la voir au sous-sol, enfin il n'est pas très loin d'ici, vous avez également la maintenant célèbre Kinga, hein, qui avait été réalisée pour l'exposition Néandertal au Musée de l'Homme, également en 2018, comme les dermoplasties de Lyon, et où là l'idée a été d'habiller notre ami Kinga. Kinga, c'était le nom de la commissaire technique de l'exposition. Non, mais sérieusement. Et comme on manquait d'imagination les jours où il a fallu faire tout ça, on l'a appelé comme ça. Donc Agnès B. a habillé la célèbre Kinga, qui tient le magazine Cosette dans sa main, mais un magazine Cosette un peu transformé, ce qui permettait aussi de se moquer un peu de certains types de magazines, avec des titres d'articles « Charge mentale, mieux ranger sa grotte » ou « Pollution du silex dans nos mammouths ». Voilà. Je termine par cet extrait d'une bande dessinée assez récente, où là, les termes sont inversés. C'est un petit sapiens, c'est le garçon qui est là, hein, c'est un petit sapiens qui se retrouve projeté dans le temps, par des techniques dont je vous fais grâce, et qui se retrouve dans un clan néandertalien dans le département de la Somme, figurez-vous. Et ce petit sapiens se fait, entre guillemets, houspiller par les néandertaliens qui l'accueillent, et il renverse les bases du problème en disant « mais t'es tout fragile,
Tu as un front tout plat, tu n'as pas d'arcade sourcilière, tu as une bosse bizarre sous la bouche, etc., etc., etc. Donc là, le truc est renversé. Il est l'heure de conclure. Nous avons vu des différences entre les représentations se voulant à caractère scientifique et celles qui ressortent plutôt d'une forme d'imaginaire, imaginaire collectif. Cet imaginaire collectif qui est dans nos sociétés est un peu différent, nous l'avons vu également, entre les États-Unis et l'Europe au sens large. Où, aux États-Unis, cet imaginaire collectif est plutôt sur un Néandertal brute épaisse, alors que je pense que dans nos régions du monde, cette notion est dépassée maintenant. Peut-être trop, je vais y arriver. Ce changement de perception fait passer notre copain, notre cousin très éloigné, d'une forme de légende noire à une forme de légende dorée. Et peut-être que la légende est un petit peu trop dorée. Il faudrait peut-être revenir à quelque chose qui soit un peu plus équilibré dans tout ça. Et ce quelque chose qui est un peu plus équilibré vient en contradiction avec un certain nombre d'entre nous, au sens très large du terme, qui voient dans Néandertal une forme de surhomme doté de toutes les qualités, qui est respectueux de la nature, qui est pacifiste, qui sait même, ce n'est pas ce que je pense, mais ça a été publié tel quel, qui s'est même réfugié dans des zones écartées pour ne pas avoir à nous affronter, nous, les sapiens arrivant en Eurasie au sens large, sachant que, et je cite toujours, sachant que, costaud comme il était, il n'aurait fait qu'une bouchée de nous, les sapiens. Bon, ça c'est évidemment extrêmement discutable. C'est-à-dire, ce Néandertal, c'est l'inverse de nous, les sapiens, qui sont des destructeurs de l'environnement, et qui, nous les sapiens, nous sommes des destructeurs de l'environnement, nous sommes des guerriers prêts à tout massacrer. C'est pas mon interprétation, mais ça fait partie d'une forme d'interprétation. Donc je crois pour ma part, et je vais terminer là-dessus, que cette surhumanisation de Néandertal a à être tempérée, doit être tempérée, je le pense en tout cas. Je pense que c'est en cours. Pour lire les travaux de pas mal de mes collègues, on revient à des choses un peu plus tempérées, on revient à une forme de raison sur le sujet. Bon, ok, il a été réhabilité, mais n'essayons pas de lui faire dire à Néandertal plus qu'il le peut. Et ne projetons pas forcément tous nos préjugés et nos fantasmes sur ce brave Néandertalien, qui sert quand même à tout, et même à faire du parfum. Avec ce parfum assez récent, en 2018, et je termine là-dessus, et je suis quasiment dans les temps, ce parfum assez récent, 2018, avec 2 fragrances, la blanche, je cite, c'est pas moi qui invente, je l'ai essayé en revanche, mais c'est pas moi qui invente. Je me le suis fait offrir, je me suis fait offrir à l'exposition. Le parfumeur est venu du Japon à l'exposition. Il nous a ramené quelques flacons. C'était très bien. Surtout le flacon biface, moi j'aime beaucoup. Donc le parfum, le light, c'est le blanc. Le light, c'est le blanc. Fragrance douce des steppes. Et le dark, celui-là, musqué, sentant le sous-bois et la caverne. Voilà à quoi correspondent ces parfums que vous allez vous empresser d'offrir à vos conjoints respectifs, je n'en doute pas une seconde, et je vous remercie de votre attention.